Lorsque le Troisième Reich commença enfin à s'effondrer, le monde dut continuer à exister et à apprendre d'une guerre qui prit des millions de vies. Même les dirigeants criminels de l'Holocauste, l'État nazi, furent arrêtés, inculpés et légitimement jugés pour persécution et crimes. Mais au milieu de la quête de justice, une question problématique surgit. Que faire de la jeunesse qui adhère au nazisme? Dans de nombreux cas, ces jeunes hommes et garçons avaient été embrigadés et recrutés dans la machine de guerre d'Hitler, pour ainsi dire, dès leur enfance. La plupart d'entre eux étaient des soldats ou des officiers. D'autres avaient participé à des crimes odieux pendant la guerre. Pour eux, la guerre n'était pas terminée. Même l'armée allemande fut lourdement détruite. La jeunesse nazie fit face à des punitions implacables sur la base de preuves documentées concernant les actes de guerre brutaux et inhumains commis par la jeunesse hitlérienne. La justice militaire américaine non seulement écrasa la simple existence de ce sang jeune nazi, mais laissa également des traces influentes de sa domination suprême sur les tribunaux de guerre mondiaux. Bienvenue à The Marshall Memoirs. L'ascension de la jeunesse hitlérienne et de l'idéologie nazie. Lorsque Adolf Hitler et son parti nazi prirent le pouvoir au début des années 1930, l'un des objectifs principaux était de garantir qu'une génération de races aryennes supérieures soutienne et maintienne la vision du Troisième Reich sur la domination allemande. Cela fut accompli en recrutant des jeunes, et pour ce faire, la jeunesse hitlérienne ou Hitlerjugend devint une partie essentielle de l'idéologie nazie. La jeunesse hitlérienne n'était pas une idée novatrice en Allemagne. Les organisations de jeunesse nationales ou militaires n'étaient pas des innovations du Troisième Reich, mais c'est Hitler qui les transforma en un véritable instrument de propagande. Le mouvement était initialement modeste au début des années 1920, mais connut un afflux massif lorsque Hitler fut élu chancelier d'Allemagne en 1933. L'objectif était de former les enfants allemands et de modeler leurs esprits selon les principes nazis, afin de produire des citoyens obéissants qui se sacrifieraient volontiers au profit du Führer et de sa vision de la patrie allemande. En 1936, Hitler décréta qu'il était obligatoire pour tous les enfants allemands de plus de 10 ans de s'inscrire dans la jeunesse hitlérienne. À la fin des années 1930, des millions de garçons et de filles fréquentaient des écoles de type scout. Il était entendu que les garçons étaient préparés au service militaire futur et immédiat, tandis que les filles, par le biais de la Ligue des jeunes filles allemandes, étaient prêtes pour la maternité et pour accomplir des services militaires appropriés depuis leur foyer. Il ne s'agissait pas d'une activité extrascolaire, c'était un système complet et rigoureux d'éducation politique dont le but principal était de créer de la haine envers les autres races, de promouvoir le militarisme et de soumettre les enfants à Hitler. L'endoctrinement des enfants commençait dès le plus jeune âge possible, et les enfants de 6 ans étaient inscrits à la Ligue des jeunes Allemands, Deutsches Jungvolk, la branche jeunesse de la jeunesse hitlérienne. Le but était de couper la jeune génération de toute valeur ou croyance susceptible de désapprouver la culture nazie. L'éducation, en particulier l'éducation scolaire, se transforma en une institution où les enfants étaient nourris de préjugés sur la pureté raciale aryenne, la supériorité des Allemands, et où les Juifs, les communistes et d'autres peuples étaient présentés comme des ennemis des Allemands. Le programme proposé par la jeunesse hitlérienne démontrait une éducation à caractère guerrier pour les jeunes. Les garçons étaient reformés à l'utilisation des armes, à des danses de guerre et à la discipline embrassée par les soldats. Souvent, ils étaient exposés à des exercices physiques stricts, ce qui favorisa la brutalité. Cet environnement produisit une génération de garçons mentalement et physiquement prêts pour la guerre, avec peu ou aucune considération pour la miséricorde. Les dirigeants nazis, notamment Hitler, considéraient que les jeunes esprits pouvaient être manipulés pour idéaliser les Aryens supérieurs, brutaux, cruels et obéissants aux germes nazis. Lors de ces campagnes, lorsqu'il formulait la nouvelle Allemagne, Hitler déclara à de nombreuses reprises que pour obtenir le pouvoir, il fallait obtenir le contrôle de la jeunesse. La jeunesse hitlérienne dans les efforts de guerre. Lorsque l'Allemagne nazie déclara la guerre en 1939, la jeunesse hitlérienne passa d'une organisation de propagande et de formation à une organisation militaire. Les jeunes garçons étaient impatients de rendre des services militaires sur divers fronts de guerre,
après avoir suivi une éducation obligatoire, leur inculquant l'idée que c'était leur devoir de servir leur pays, qui, dans leur esprit, était la patrie. Pendant les années de guerre, les membres de la jeunesse hitlérienne, dans leur rôle d'aide à la communication, de pompiers et d'ouvriers d'usine, soutinrent fortement la machine de guerre. Au fur et à mesure que la guerre avançait et que l'Allemagne subissait de plus en plus de revers, les dirigeants nazis commencèrent à déployer des garçons encore plus jeunes dans les combats réels. En 1943, en raison des pertes croissantes de la Wehrmacht sur le front de l'Est, des garçons âgés de 16 ans, 17 ans et même plus jeunes, commencèrent à être mobilisés dans des formations militaires régulières. La situation devint plus critique en 1945, lors de la dernière phase de la guerre, lorsque des garçons de moins de 12 ans furent envoyés sur le champ de bataille et contraints de combattre. L'un des cas les plus connus de la participation de la jeunesse hitlérienne aux hostilités eut lieu lors de la défense de Berlin en avril 1945, lorsque des jeunes furent équipés de Panzerfaust, des armes anti-chars, et chargés de tenir la position contre les soviétiques. Ces enfants étaient pratiquement incapables d'utiliser des armes lourdes. Ils n'avaient presque aucune formation, mais seulement une croyance en leur cause, insuffisante pour affronter les soldats soviétiques professionnels. Beaucoup de jeunes garçons perdirent leur vie de manière désespérée dans des tentatives vaines de défendre des unités en déroute. Bien que certains jeunes de la jeunesse hitlérienne puissent être considérés comme des victimes des nazis, beaucoup d'entre eux participèrent activement aux crimes de guerre. Un grand nombre de jeunes nazis furent reconnus coupables d'avoir participé au traitement brutal des prisonniers de guerre et des civils. Certains jeunes faisaient partie de la Waffen-SS, la branche militaire du parti nazi, et furent directement impliqués dans l'extermination des Juifs et d'autres minorités. Une unité populaire à cet égard était la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, composée de jeunes hommes issus de l'organisation de la jeunesse hitlérienne. Engagée dans de nombreux crimes de guerre, cette division tua des prisonniers canadiens lors de la bataille de Normandie en 1944. Ces jeunes soldats, formés à la violence pendant des années, torturèrent volontairement des civils innocents au nom des nazis. La fin de la guerre, la traque des criminels de guerre par les Alliés. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin en mai 1945 en Europe, les forces alliées victorieuses se préparèrent à traquer les criminels de guerre. Lorsque le commandement allemand s'effondrait et que le Reich était en ruine, les Alliés décidèrent de s'assurer que ceux qui avaient orchestré l'Holocauste seraient tenus responsables. La Seconde Guerre mondiale avait été témoin d'une grande brutalité, des meurtres en masse, des camps de concentration et le massacre de millions d'innocents. Ainsi, le processus de capture et de jugement des coupables fut entamé. À la fin de la guerre, alors que les Alliés pénétraient en Allemagne, ils purent comprendre l'ampleur des atrocités nazies. La libération des camps révéla les pires actes de génocide, notamment les massacres de millions de personnes dans des camps de concentration comme Auschwitz, Bergen-Belsen et Dachau. Les preuves étaient incontestables, des ordres directs, appuyés par des documents, ainsi que des fausses communes, indiquaient un génocide orchestré par l'État. Il y avait une urgence à réclamer justice. Mais une question demeurait. Qui serait tenu responsable et comment? Les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et de la France décidèrent d'appréhender et de juger les plus hauts responsables nazis dans des procès militaires d'une ampleur sans précédent. Parmi ces procès, les plus connus furent les procès de Nuremberg, qui se déroulèrent entre 1945 et 1946. Des figures comme Hermann Göring, Rudolf Hess et Albert Speer furent jugés pour crimes de guerre et reconnus responsables d'avoir initié des ordres criminels contre l'humanité et pour crimes contre la paix. Cependant, l'objectif de punir les criminels nazis ne s'arrêta pas à Nuremberg. Au fur et à mesure que les Alliés commencèrent à arrêter les personnes impliquées dans les crimes de guerre, il devint évident que beaucoup des coupables étaient des jeunes délinquants. Pour les forces américaines, chargées de surveiller une grande partie de l'Allemagne après la guerre, la situation devint difficile concernant le sort de centaines de milliers de participants à la jeunesse nazie. Dans les premiers jours après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de place pour la compassion, étant donné la cruauté manifeste perpétrée par les nazis. Les tribunaux militaires américains, tels qu'ils furent institués,
étaient censés être rapides et efficaces pour juger ceux qui avaient participé au meurtre de masse, à la gestion des camps de concentration et à l'exploitation de travailleurs esclaves. Ceux qui avaient pris part à ces activités criminelles n'avaient aucune excuse valable. À cette époque, la culture consistait à blâmer ces jeunes hommes et à les tenir responsables des actions qu'ils avaient menées, même si le gouvernement nazi les avait trompés. Cela fut démontré par le procès des membres de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, une formation militaire comprenant presque exclusivement des jeunes de la jeunesse hitlérienne. Cette division commit des actes impardonnables pendant la guerre. En particulier, elle tua 53 prisonniers canadiens lors de la campagne de Normandie en juin 1944. La plupart des membres de cette division étaient des adolescents, mais ils étaient devenus des sauvages capables de tuer sans aucune hésitation. Comme dans ces cas, les tribunaux américains montrèrent peu de clémence. L'argument selon lequel ces jeunes soldats ne devraient pas être tenus au même standard de responsabilité pénale que les soldats plus âgés ou que la propagande avait façonné leurs esprits ne put les sauver. Cependant, tous les jeunes nazis ne furent pas traités avec autant de sévérité. À mesure que les procès menés par les forces américaines se poursuivaient, des rapports firent surface, révélant une différence entre les victimes et les coupables. Certains jeunes hommes s'étaient volontairement engagés dans les rassemblements nazis et avaient commis des crimes de leur plein gré. En revanche, d'autres avaient été contraints de rejoindre le service et même de commettre des activités criminelles sous la menace de répercussions, dont la mort en cas de désobéissance. Les procès de Nuremberg, principale figure et nazi adulte. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le monde fut choqué par les crimes monstrueux commis par les nazis. Les Alliés décidèrent d'engager l'exécution brutale des criminels de guerre, de manière à ce que toute la jeunesse hitlérienne soit traduite en justice dans des procès militaires. Les procès se déroulèrent à Nuremberg, en Allemagne, car après les bombardements, la ville était détruite. Mais le palais de justice était resté debout. Nuremberg fut également le lieu des rassemblements nazis. Le procès de Nuremberg fut le principal procès qui, pour la première fois, fut organisé par un tribunal international pour punir de nombreux criminels de guerre. Le premier et le plus célèbre fut le procès des grands criminels de guerre, qui impliqua la poursuite de 24 des figures les plus importantes du Troisième Reich. Ces personnes furent accusées des pires formes de crimes, tels que la violation des lois et règlements de l'humanité, des actes de guerre et des actes d'hostilité. L'objectif principal des procès de Nuremberg était de punir ceux qui avaient planifié et dirigé le régime nazi, ceux qui avaient déclenché la guerre, exterminé des civils européens et réduit en esclavage des millions de personnes. La figure la plus reconnaissable était Hermann Göring, chef de la force aérienne allemande, la Luftwaffe, et adjoint d'Hitler. Le corpulent et imposant Göring déclara n'avoir aucun regret pour les atrocités commises sous le régime nazi, devenant ainsi l'un des accusés les plus célèbres. Il fut également condamné à la peine de mort, mais se suicida avant l'exécution. Parmi les autres hauts responsables de Göring figuraient Rudolf Hess, ancien adjoint du Führer, Albert Speer, ministre du Reich pour les armements et la production de guerre, et Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich. Ces hommes, les dirigeants politiques, militaires et économiques du Troisième Reich, furent confrontés à des preuves irréfutables de leur participation aux crimes de guerre. Ce qui distingua les procès de Nuremberg de toute autre procédure judiciaire antérieure fut la nature des accusations. Pour la première fois, le droit international consacra les crimes contre l'humanité et le génocide fut déclaré un crime passible de poursuite. L'acte d'accusation contre la direction nazie était rigoureux et comprenait des documents concernant le fonctionnement des camps de concentration et des témoignages de survivants des camps. Le tribunal se composait de 6 juges, 3 provenant des États-Unis d'Amérique et les 3 autres de Grande-Bretagne, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de la France. Le tribunal souhaitait non seulement poursuivre les principaux responsables et dirigeants de l'Allemagne nazie, mais aussi s'assurer que cela ne se reproduirait plus et que d'autres personnes ne seraient pas jugées pour les mêmes crimes à l'avenir. À Nuremberg, les verdicts furent variés. Parmi les condamnés, 12 furent exécutés par pendaison, dont Göring, bien que ce dernier se soit suicidé avant son exécution. Certains, comme Speer, furent condamnés à de longues peines de prison en raison de leur rôle dans la machine de guerre nazie. Enfin, certains accusés furent acquittés,
mais leur innocence ne fut pas reconnue aux yeux de la société. Les procès de Nuremberg furent considérés comme la première tentative de traiter des questions de droit international et du concept de responsabilité pour le génocide. L'enjeu majeur était de savoir comment traiter ces criminels de guerre, comme ceux de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend. Les tribunaux alliés se demandèrent s'il fallait traiter ces personnes comme des victimes de l'endoctrinement nazi ou comme des criminels, ce qui mena à des décisions diverses. Les procès soulevèrent des questions juridiques et éthiques complexes concernant la responsabilité, en particulier celle des jeunes délinquants. Au début des années 1950, des centaines de personnes étaient jugées, un processus qui établit un précédent juridique pour la justice internationale et marqua une concentration de l'époque sur la responsabilité morale des crimes de guerre. Les tribunaux militaires américains et les procès moins connus. Bien que les procès de Nuremberg soient considérés comme la pierre angulaire de la justice après la Seconde Guerre mondiale, ils n'en furent pas la fin, mais plutôt le point de départ. En plus des procès médiatisés des grands dirigeants nazis à Nuremberg, les Alliés organisèrent d'innombrables procès mineurs, principalement dirigés par les États-Unis d'Amérique. Ces procès, menés sous la bannière des tribunaux militaires américains, ne concernaient pas seulement les dirigeants du régime nazi, mais aussi des milliers de personnes de rang inférieur, y compris les jeunes qui avaient participé aux efforts de guerre. Bien que ces tribunaux militaires n'aient pas eu la même visibilité que les procès de Nuremberg, il était nécessaire de rendre justice à de nombreuses personnes qui avaient pris part aux actes du régime nazi. Ils se déroulèrent à travers toute l'Allemagne pour poursuivre ceux qui étaient impliqués dans divers crimes de guerre, tels que la gestion des camps de concentration et les massacres sur les champs de bataille. Alors que les procès de Nuremberg ciblaient les dirigeants majeurs allemands, les tribunaux américains durent juger des millions de participants de rang intermédiaire dans la production de guerre, des directeurs administratifs des camps de maltraitance et d'exécution, des médecins qui avaient conçu des techniques d'extermination de masse, ainsi que des fonctionnaires et des soldats ordinaires qui avaient commis des actes brutaux. L'un des principaux défis de ces tribunaux militaires américains était de savoir comment traiter la jeunesse hitlérienne. C'était une organisation de masse dont la tâche était d'éduquer les enfants dans l'esprit du Troisième Reich et d'en faire des adeptes d'Adolf Hitler. De nombreux jeunes hommes accusés devant les tribunaux avaient été membres de la jeunesse hitlérienne. Vers la fin de la guerre, alors que les forces allemandes s'effondraient, des garçons de moins de 18 ans furent recrutés pour rejoindre les combats. Ces jeunes hommes furent impitoyablement envoyés en première ligne ou intégrés à des formations comme la Waffen-SS, qui joua un rôle infâme durant la guerre. La question pour les procureurs américains était de savoir si ces jeunes devaient être considérés comme des victimes de la propagande nazie ou comme des complices volontaires du régime nazi. La plupart de ces jeunes hommes et femmes avaient grandi en croyant aux idéaux d'Hitler sur la suprématie de la race aryenne. Lorsqu'ils atteignaient l'adolescence, ils étaient prêts à mourir pour le Troisième Reich. Il s'agissait là de scénarios de procès où le tribunal poursuivait des jeunes pour leur implication dans le génocide. La loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié régit les tribunaux militaires américains dans lesquels les jeunes nazis accusés furent jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre la paix. Bien que les affaires fussent générales, des dispositions flexibles furent prises pour tenir compte des circonstances particulières. Une attention particulière fut accordée aux jeunes de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, qui étaient intensément dévoués à Hitler et avaient participé activement à des crimes de guerre, tels que le meurtre de prisonniers de guerre canadiens lors de la bataille de Normandie. La plupart de ces jeunes soldats avaient été formés dès leur enfance à obéir et à considérer les non-allemands comme des sous-hommes, ce qui posait un paradoxe pour les tribunaux. Bien que certains de ces jeunes aient été traités avec indulgence en raison de leur endoctrinement, ceux qui furent particulièrement cruels furent sévèrement punis, et certains reçurent la peine de mort. Les jeunes nazis qui avaient aidé dans les camps de concentration, comme les gardes de Dachau, furent également poursuivis. Lors des audiences des tribunaux, tous ceux impliqués dans les camps de concentration furent tenus légalement responsables de leurs actions, quel que soit leur âge ou leur position. Ces procès eurent lieu dans le contexte de la reconstruction d'après-guerre, où la dénazification et la rééducation de l'Allemagne constituaient une priorité essentielle. Bien que moins connus que les procès de Nuremberg,
Les procès militaires américains furent cruciaux pour tenir les nazis responsables de leurs actes et comprendre comment les Allemands avaient pu commettre de telles atrocités. Ces procès montrèrent que les nazis avaient transformé les jeunes en tueurs obéissants, tout en cherchant à étendre la justice sans tenter de comprendre l'endoctrinement nazi. Le sombre destin de la jeunesse nazie, cas clé. Les crimes de guerre commis par les nazis furent punis non seulement par l'exécution des principaux dirigeants à Nuremberg, mais aussi par de nombreux autres procès, comme ceux des officiers de haut rang, des représentants de la Waffen-SS et des membres de la jeunesse hitlérienne, qui furent jugés lors des tribunaux militaires américains. L'un des cas les plus tristement célèbres fut celui de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, une division militaire composée presque entièrement d'anciens soldats de la jeunesse hitlérienne. Cette division suivit Adolf Hitler avec ferveur jusqu'à la toute fin, et beaucoup de ces soldats, pour la plupart des adolescents, furent impliqués dans plusieurs massacres horribles pendant la guerre. Après l'évasion de Normandie en juin 1944, les membres de la 12e division SS furent impliqués dans de nombreux crimes de guerre, notamment l'exécution de prisonniers de guerre canadiens. L'élimination de tous les détenus dans ces zones fut effectuée par la division Hitlerjugend, dirigée par Kurt Meyer, un major SS radical. Surnommé Panzermeyer par ses hommes en raison de sa loyauté intense envers le parti nazi et de son agressivité militaire, Meyer commit des crimes calculés pour instiller la peur chez les Alliés. Après la guerre, Meyer fut emprisonné par les Alliés et jugé en 1945. Lors de son procès, il se défendit en affirmant que ses soldats n'avaient fait qu'obéir à ses ordres, une défense utilisée par de nombreux criminels de guerre nazis. Cependant, Meyer tenta de rejeter la faute sur d'autres personnes et de blâmer ses subordonnés pour les crimes. Mais il y avait suffisamment de preuves contre lui et il fut condamné à la peine de mort. Cependant, sa peine fut finalement réduite à la réclusion à perpétuité et Meyer fut libéré en 1954 après 9 ans de prison. Un autre cas important fut celui des membres des SS Totenkopfverbände, ou têtes de mort, responsables de la gestion des camps de concentration. Parmi ces gardes se trouvaient de jeunes hommes de la jeunesse hitlérienne, recrutés pour devenir des instruments du génocide au service du régime. L'un d'eux, Joseph Clair, était plus jeune que la plupart des jeunes poursuivis, bien qu'il fût un peu plus âgé et qu'il ait reçu une éducation nazie. Clair avait été gardien à Auschwitz et était directement impliqué dans le gazage et le meurtre de milliers de civils sans défense. Son attitude pendant ces atrocités fut l'une des principales raisons pour lesquelles les survivants du camp de concentration souhaitaient le voir puni. Clair fut capturé et jugé par les tribunaux militaires américains, appelés procès de Dachau, car il se concentrait sur les activités menées dans les camps de concentration. Les témoins à son procès déclarèrent comment il était devenu un meurtrier de masse sans aucun scrupule. Clair fut condamné à mort et exécuté en 1948. Heinz-Georg Ling, âgé de seulement 21 ans, faisait partie de la garde personnelle d'Hitler, la Leibstandart SS, et il participa à l'exécution de déserteurs et de rivaux politiques vers la fin de la guerre à Berlin. Malgré son jeune âge, Ling resta loyal à Hitler jusqu'au bout. Le tribunal militaire américain, cependant, le considéra comme un volontaire de l'appareil nazi, et il fut pendu en 1946. Justice ou vengeance? Le dilemme moral de l'Amérique. Les tribunaux militaires américains, qui commencèrent immédiatement après la guerre, visaient les participants à tous les niveaux, y compris des jeunes nazis. Cela créa une nouvelle forme de complexité morale pour le système judiciaire américain. D'un côté, de nombreux crimes perpétrés par les jeunes nazis étaient absolus et incontestables. Certains récits historiques décrivent ces jeunes hommes comme ayant été impliqués dans le génocide de prisonniers, la gestion de camps de concentration ainsi que d'autres atrocités graves. En même temps, un grand nombre d'entre eux étaient nés et avaient grandi sous la dictature nazie qui inculquait à eux et aux pays voisins l'idéologie de la supériorité de la race aryenne d'Hitler et instillait l'obéissance chez les jeunes soldats, qui suivaient aveuglément les ordres de leurs commandants. L'un des défis les plus difficiles pour les tribunaux américains fut de déterminer quelle part de responsabilité les jeunes accusés de crimes de guerre devaient assumer, sachant qu'ils avaient été endoctrinés et que leurs décisions n'étaient pas prises de manière indépendante.
Ce dilemme éthique fut exacerbé par la pression d'un monde qui souhaitait voir tout ce qui était lié aux nazis puni immédiatement et sévèrement. Les opinions publiques, particulièrement dans les pays alliés, voulaient des sanctions exemplaires et ne désiraient pas faire preuve de clémence envers ces jeunes délinquants. L'exemple de Heinz Petry, un jeune homme de 19 ans, membre de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, illustre cette complexité. Capturé par les forces américaines après le massacre de prisonniers de guerre canadiens en Normandie, Petry se défendit lors de son procès en affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et qu'il avait été endoctriné par le régime nazi. Mais le tribunal, choqué par la nature violente des exécutions, condamna Petry à la pendaison. Le tribunal considérait que Petry, non seulement coupable d'avoir aidé ses supérieurs dans ses actes, devait être puni, quel que soit son jeune âge ou son endoctrinement. Des cas similaires à celui de Petry ne furent pas rares. Les tribunaux américains jugèrent de nombreux jeunes hommes, dont la plupart avaient été dans la Waffen-SS ou avaient servi comme gardiens dans les camps de concentration. Parfois, les tribunaux se trouvaient dans une situation délicate, essayant de rendre justice tout en comprenant pleinement que les accusés étaient les produits d'un système qui prospérait grâce à la tromperie et à l'exploitation des jeunes esprits vulnérables. Les tribunaux pouvaient imposer des peines sévères, comme la peine de mort ou de longues peines de prison, dans certains cas, et des sanctions relativement légères dans d'autres, lorsque l'accusé parvenait à prouver qu'il avait tenté de se rebeller contre le régime nazi ou qu'il avait agi sous la menace. Ce dilemme moral fut également enrichi par le contexte des relations internationales après la guerre. Les Alliés n'étaient pas seulement intéressés à punir les nazis pour leurs crimes contre les Juifs et d'autres populations, mais également à reconstruire l'Allemagne et à freiner la propagation du communisme soviétique. Avec le début de la guerre froide, il était inconfortable de trop s'attarder sur le passé nazi de l'Allemagne, alors que la pression pour rétablir une forme de stabilité en Europe augmentait. Ainsi, bien que de nombreuses personnes aient reçu de longues peines pour leurs activités criminelles, les peines furent parfois réduites ou certains coupables furent graciés, en particulier ceux qui étaient très jeunes. Certains membres de la jeunesse hitlérienne, condamnés à la peine de mort ou à de longues peines de prison, furent libérés après quelques années, les États-Unis cherchant à construire une nouvelle Allemagne. Les tribunaux militaires américains furent accusés de vengeance plutôt que de rendre justice, notamment lorsqu'ils poursuivirent des membres de la jeunesse hitlérienne. Certains affirmèrent que ces jeunes, ayant été éduqués dès leur plus jeune âge sous le Troisième Reich, n'avaient pas exercé un choix personnel significatif et n'avaient pas pleinement compris leurs actions. Ils se révoltèrent contre la sévérité des peines, qu'ils considéraient comme une punition collective infligée à un groupe entier. D'autres, en revanche, insistèrent sur le fait que leurs actions, telles que l'exécution de prisonniers et la gestion des chambres à gaz, étaient trop abominables pour être pardonnées. Les tribunaux se trouvèrent confrontés à la question de la justice dans un monde d'après-guerre marqué par l'impact de la propagande nazie. Ces procès restent encore aujourd'hui un sujet de débat, soulevant des questions sur la justice et la vengeance, l'impact psychologique sur la jeunesse nazie et ses défenseurs. Les répercussions psychologiques des processus d'endoctrinement nazi furent visibles lors des procès d'après-guerre. Tout au long des procès, plusieurs jeunes accusés nazis exprimèrent choc et confusion face aux accusations portées contre eux. Ils avaient appris toute leur vie que ce qu'ils faisaient était attendu, voire moralement correct, et ce n'est qu'en sortant de leur communauté fermée qu'ils apprirent que ces actes étaient considérés comme des meurtres. Les observateurs des procès virent aussi chez ces jeunes des signes de détachement et de confusion, caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique. Pour beaucoup d'entre eux, la fin du nazisme et leur arrestation ne représentaient pas seulement une défaite politique ou militaire, mais une défaite métaphysique. Toutes les idées qu'ils avaient apprises, les principes qu'ils avaient défendus, étaient soudainement niés. Cela les laissa confus et impuissants face à la moralité des actions qu'ils avaient entreprises. Peut-être l'aspect le plus choquant des procès fut la capacité de ces jeunes à ne concevoir aucune notion de ce qui est illégal ou mal. Les nazis avaient façonné leur personnalité morale initiale et dans l'esprit de nombreux accusés, leur comportement était motivé par des notions de devoir et de patriotisme, les mêmes valeurs que la direction nazie avait utilisées pour justifier les pires comportements humains. De plus,
Les jeunes accusés au tribunal défendaient souvent leurs actions en affirmant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Cet endoctrinement psychologique en faisait des automates entièrement dévoués au régime nazi, ce qui devint un élément central de leur stratégie de défense devant les avocats. Les équipes de défense, chargées de représenter les jeunes nazis, se trouvaient dans une situation délicate. Leurs clients étaient impliqués dans certains des pires crimes que le monde ait jamais connus, y compris le meurtre, le viol, le vol, les incendies criminels et les enlèvements. Cependant, ces jeunes étaient les produits d'un système qui avait cherché à effacer toute capacité de raisonnement moral indépendant. Bien que les avocats de la défense représentaient des criminels de guerre présumés, ils demandèrent à la cour d'acquitter leurs clients en affirmant qu'ils étaient des victimes de la propagande et de l'endoctrinement nazi. Ils présentèrent des études psychiatriques démontrant que ces jeunes avaient été endoctrinés au point de ne plus pouvoir exercer leur libre arbitre. Un exemple marquant fut celui d'Erwin Metz, un ancien de la jeunesse hitlérienne et soldat SS, enrôlé lors de la dernière année de la guerre. Il avait servi au camp de concentration de Buchenwald, où il avait participé à l'exécution de prisonniers. Son avocat, conscient des preuves accablantes, insista sur le fait que Metz avait été endoctriné dès sa naissance et qu'il ne pouvait pas être tenu entièrement responsable. Des experts affirmèrent devant le tribunal que Metz montrait des signes de détachement émotionnel, signes clairs de traumatismes idéologiques. Bien que Metz fût condamné, la confusion observée dans son cas était représentative de nombreux jeunes nazis jugés à cette époque. Le cas d'Hermann Klemm, un jeune membre de la SS de 19 ans impliqué dans des massacres en Pologne occupée, souleva des questions importantes concernant la moralité et le caractère juridique des poursuites contre la jeunesse nazie. Lors de sa défense, ses avocats affirmèrent qu'il n'était qu'un enfant, endoctriné par l'idéologie nazie, formé à devenir un tueur. La question du libre arbitre par rapport au conditionnement mental se posa souvent lors de procès de jeunes comme Klemm. Les avocats, dont certains étaient eux-mêmes d'anciens combattants, devaient naviguer entre des dilemmes moraux personnels et professionnels tout en représentant ces jeunes accusés. L'opinion publique réclamait des punitions sévères, tandis que des psychologues et des éthiciens se demandaient si ces jeunes hommes, élevés dans la croyance que la guerre était glorieuse, devaient être jugés comme des criminels de guerre adultes. L'impact psychologique sur ces jeunes nazis montrait qu'ils étaient souvent incapables de comprendre pleinement l'étendue de leur culpabilité. Ces procès soulèvent encore aujourd'hui des questions complexes sur la justice, l'éthique et le contrôle des esprits vulnérables. Opinion publique aux États-Unis et en Allemagne. Réaction face au sort de la jeunesse nazie. Pendant les périodes de procès, l'opinion publique aux États-Unis était largement favorable à la mission des Alliés visant à poursuivre les criminels de guerre nazis pour leurs crimes. Les procès de Nuremberg, très médiatisés, permirent aux Américains de prendre pleinement conscience des atrocités commises par les nazis. Au fur et à mesure que les Américains apprenaient les détails de l'Holocauste, des camps de travail forcé et du génocide systématique, leur indignation augmentait. Ainsi, l'idée de punir les dirigeants et les partisans du régime nazi, quel que soit leur âge, était largement soutenue par le peuple américain. Aux yeux des Américains, la jeunesse hitlérienne était perçue comme un rouage puissant dans l'énorme machine de guerre nazie. Les reportages médiatiques la décrivaient comme combattant jusqu'au dernier souffle pour le Troisième Reich et participant à des actes odieux. L'image de jeunes du Troisième Reich, endoctrinés et suivant aveuglément les ordres d'Hitler, était considérée comme une perversion des idéaux de liberté et des principes démocratiques américains. Cependant, certains cercles juridiques et intellectuels aux États-Unis soulevèrent des questions sur l'équité de la poursuite de la jeunesse nazie. Certains avocats de la défense, écrivains et militants des droits humains affirmaient que ces jeunes hommes étaient avant tout des victimes de la propagande nazie, façonnée par un système totalitaire qui en faisait des outils obéissants. Ils soutenaient que traiter ces jeunes de la même manière que les criminels de guerre adultes ne tenait pas compte de la relativité morale des sujets. Ces critiques pensaient que les États-Unis risquaient de transformer les tribunaux d'après-guerre en un simple procès des vaincus, réduisant les procès à de la vengeance sans prendre en considération l'état psychologique des jeunes endoctrinés pendant des années. Cependant, ces opinions étaient relativement rares. La majorité de la société américaine percevait la poursuite de la jeunesse nazie comme une continuation des efforts visant à éradiquer les vestiges du régime nazi et du fascisme.
À cette fin, de nombreux Américains pensaient que toutes les personnes ayant joué un rôle dans le régime nazi devaient être punies pour que la justice soit correctement rendue. En Allemagne, les opinions étaient plus partagées. Toute l'Allemagne se sentait étouffée par la chute du Troisième Reich et était accablée par les crimes de guerre commis. Pour certains, affronter l'horreur de l'Holocauste était trop difficile et punir les jeunes nazis ne faisait que raviver les souffrances. Ces jeunes, notamment les membres de la jeunesse hitlérienne, étaient souvent perçus comme des victimes d'un régime perverti qui les avait endoctrinés et qui ne leur avait laissé d'autre choix que de servir le gouvernement. Pour d'autres Allemands, notamment ceux qui avaient résisté au régime nazi, la poursuite des jeunes nazis était nécessaire pour rendre justice. Les forces alliées, en particulier les États-Unis, devaient trouver un équilibre entre punir l'Allemagne et la reconstruire. Trop de sévérité risquait de provoquer du ressentiment, tandis qu'une indulgence excessive pourrait entraîner un manque de responsabilité. Dans ce contexte, certaines peines furent réduites ou des libérations anticipées accordées aux jeunes accusés. L'opinion publique évolua avec le temps. Dans les années 50, alors que l'Allemagne commençait à se reconstruire, l'accent fut mis sur le pardon. Dans les années 60, la jeune génération allemande commença à interroger le passé et le présent, offrant une perspective différente sur les jeunes nazis et leur rôle dans le régime. Ce changement reflétait les processus généraux de justice d'après-guerre, de culpabilité et de mémoire collective. Réflexion d'après-guerre. Les procès étaient-ils justes ? Peu après la guerre, les procès étaient largement considérés comme une action justifiée visant à faire payer le régime nazi pour son inhumanité sans précédent. Pour la majorité, la situation était claire. Les criminels de guerre nazis étaient coupables des crimes les plus odieux de l'histoire humaine et beaucoup pensaient qu'ils méritaient d'être punis aussi sévèrement que possible pour empêcher le fascisme de revenir. Pendant cette période, les peuples des nations alliées soutenaient massivement les exécutions et emprisonnements issus de ces procès. Les tragédies de la Shoah et des criminels de guerre restaient un sujet de préoccupation, et le désir de punir le mal était un sentiment commun. Malheureusement, l'approche humaine et rationnelle n'a pas dominé les débats de l'époque. Cependant, une fois la passion des années de guerre retombée, les historiens adoptèrent un regard critique sur l'équité de ces procès. Certains soulignèrent que la question de l'endoctrinement des jeunes nazis soulevait des problèmes éthiques. La majorité des jeunes impliqués avaient été socialisés dès leur plus jeune âge à embrasser l'idéologie nazie, dans une société qui célébrait Hitler et ses idéaux. La jeunesse hitlérienne avait été conçue pour produire des partisans obéissants du parti nazi, et, en atteignant l'adolescence, ces jeunes avaient appris à soutenir le régime. En raison de cela, certains historiens commencèrent à observer que les peines infligées à ces jeunes pouvaient être trop sévères, car ils avaient été incapables de penser par eux-mêmes, ayant été socialisés dans un environnement totalitaire. Cette ligne de pensée a ouvert une discussion plus large sur le droit de punir les individus jugés pour crimes de guerre et atrocités commises pendant l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Certains soutinrent que les jeunes nazis méritaient de la sympathie, car ils étaient des victimes du régime d'Hitler, qui les avait endoctrinés et utilisés à ses propres fins. D'autres affirmaient qu'indépendamment de leur âge, ces jeunes devaient répondre des péchés qu'ils avaient commis sciemment et volontairement, notamment lorsqu'il s'agissait de participation à des actes de guerre et de cruauté diverses. Cette opinion soutient que, bien que l'endoctrinement soit un facteur à prendre en compte, il ne peut pas servir d'excuse face aux conséquences morales des actions individuelles. Un autre problème crucial dans la réévaluation de ces procès concerne la justice du vainqueur. Certains chercheurs notèrent que les Alliés, en particulier les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, avaient tenté d'appliquer la justice à l'égard du régime nazi déchu, tout en ignorant parfois les particularités des cas examinés. Des critiques accusèrent également les procès d'être motivés par la vengeance, affirmant que les jeunes nazis avaient été traités de la même manière que les criminels de guerre adultes. Certains des jeunes soldats nazis pendus avaient à peine 17 ans, et il est possible que cette pratique ait été influencée par le désir des Alliés de rendre justice à l'ensemble du régime nazi. Historiquement, la notion de justice a évolué, et le débat contemporain s'est orienté vers une perspective psychosociale du comportement humain. Les jeunes nazis, produits de la propagande et de l'entraînement militaire,
incarne parfaitement les questions de responsabilité dans les systèmes totalitaires. Aujourd'hui, ces procès doivent être analysés dans un contexte plus large, où l'on accorde plus d'attention aux subtilités impliquées. On reconnaît également que, bien que la nécessité d'une responsabilité initiale n'ait pas été remise en question, le fait d'incarcérer à vie des personnes endoctrinées dès leur plus jeune âge pourrait avoir été une réaction excessive. Ainsi, les discussions sur la volonté de punir la jeunesse nazie à travers les procès d'après-guerre continuent de soulever des questions sur la justice, la culpabilité et la punition méritée. Bien que ces procès aient été perçus comme justifiés immédiatement après la guerre, la réflexion historique a conduit à un examen plus critique de la question de savoir si ces jeunes avaient été traités équitablement ou si leur punition représentait une étape de rétribution dans la justice d'après-guerre. La position progressiste que l'on adopte vis-à-vis de ces procès reste significative pour comprendre la notion de justice face à l'endoctrinement idéologique et à la complexité éthique de la guerre. De là, l'héritage de la jeunesse nazie et de la justice américaine. Pendant et après la guerre, les forces alliées furent confrontées à un dilemme extraordinaire. Comment gérer et contrôler les milliers de jeunes Allemands qui avaient été profondément imprégnés des principes nazis? La jeunesse hitlérienne et d'autres organisations similaires avaient sciemment façonné les normes éthiques et idéologiques de ces jeunes, les préparant à devenir des partisans obéissants d'Adolf Hitler et des combattants zélés. Certains de ces jeunes avaient participé volontairement à des croisades et commis des actes odieux, tandis que d'autres faisaient simplement partie des rangs de l'armée qui défendait le Troisième Reich jusqu'à la fin. Ces jeunes posèrent un casse-tête aux tribunaux militaires américains et aux autres cours alliés. Devaient-ils être traités comme des victimes endoctrinées par le régime ou comme des criminels méritant une punition sévère? La majorité de ces jeunes nazis firent face à la justice lors des procès de Nuremberg et d'autres tribunaux militaires américains où certains furent pendus et d'autres emprisonnés pendant de nombreuses années. Bien que les procès des dirigeants adultes du régime nazi, tels que Hermann Göring et Rudolf Hess, aient été largement médiatisés, ceux des jeunes n'étaient pas moins controversés. Le traitement de la jeunesse nazie dans ces procès façonna l'avenir du système de justice militaire américain. Les procès et exécutions de jeunes nazis influencèrent la manière dont l'armée américaine envisagea les guerres futures impliquant des enfants endoctrinés dans de tels mouvements militants. La question de savoir comment traiter les jeunes délinquants de guerre continua à se poser au fil des décennies, alors que les États-Unis participaient à de multiples conflits à travers le monde, de la guerre de Corée à celle du Vietnam. L'expérience des exécutions de jeunes nazis, ainsi que la prise de conscience des effets psychologiques de l'endoctrinement et des traumatismes de guerre sur les jeunes, rendirent l'approche américaine plus prudente dans les conflits à venir. Les conventions de Genève, redéfinies après la guerre, mirent en lumière le traitement des enfants et des personnes innocentes prises entre les lignes de front, tirant des leçons des procès des jeunes nazis. Ces conventions visaient à offrir une protection aux civils, en mettant l'accent sur les enfants et les femmes, souvent victimes des guerres, mais capables de devenir des auteurs sous la contrainte. L'armée américaine, suivant les dispositions de ces traités internationaux, adopta progressivement une politique de réintégration plutôt que d'incarcération des enfants soldats, reconnaissant que la guerre affectait non seulement socialement, mais aussi psychologiquement ceux qui y étaient impliqués. L'histoire complète illustrée souligne qu'en Allemagne, les exécutions de la jeunesse nazie furent un sujet à la fois historique et d'actualité. Comme on pouvait s'y attendre juste après la guerre, beaucoup d'Allemands considéraient ces procès comme un moyen légitime de tourner la page du nazisme. Mais les opinions changèrent au fil du temps. L'intransigeance à l'égard de la jeunesse nazie, dont la majorité avait été utilisée par le régime dès leur plus jeune âge, commença à être perçue comme trop sévère, notamment face à la menace d'exécution ou d'emprisonnement. Dans les années 60 et 70, il devint de plus en plus évident que le système judiciaire allemand de l'après-guerre s'était progressivement orienté vers la réhabilitation plutôt que vers l'intention punitive. Cette transition vers la réhabilitation reflétait un changement culturel au sein de la société allemande, désormais prête à affronter les implications psychologiques et morales de la guerre plutôt que de se concentrer sur la punition. L'exécution des jeunes nazis suscita de nombreux débats, car le système de poursuite n'avait pas suffisamment pris en compte la distinction entre l'endoctrinement et la vulnérabilité exceptionnelle des jeunes.
L'analyse des procès de la jeunesse nazie montre qu'ils constituent une source essentielle de compréhension des tendances de la justice d'après-guerre, tant aux États-Unis qu'en Allemagne. Ces événements ont aidé les États-Unis à formuler leur politique en matière de justice militaire et de protection des enfants dans les zones de guerre. En Allemagne, ces procès ont marqué un changement culturel et juridique en mettant l'accent sur la réhabilitation des délinquants et la réconciliation. Ces questions, qui restent encore aujourd'hui des sujets de débats éthiques et moraux et représentent des préoccupations pour les deux nations, témoignent de l'influence de ces procès sur le développement de la justice mondiale et des systèmes sociaux.